6 millions, à l'époque, ça nous paraissait, je sais pas, 6 millions peut-être aujourd'hui, c'est l'équivalent, c'est peut-être, je sais pas, 15-20 millions. Et ça nous paraissait des fortunes. Et en fait, un des autres learnings, c'est que ça part très très vite, quoi. Non, mais c'est vraiment tout bête, mais tu peux vite cramer beaucoup de cash dans du marketing, des people, faire des conneries, ouvrir des pays. Et en fait, en un an, nous, on a cramé la caisse, quoi. Okay. En un an, on avait plus de cash. Mais après, je veux dire, quand tu lèves de l'argent avec un VC, on te demande de dépenser intelligemment en 12 à 18 mois l'argent qu'on te donne pour pouvoir relever après. Enfin, c'est le principe, c'est l'engrenage dans lequel tu te mets naturellement quand tu commences. Et je crois que ça a changé depuis, mais quand tu commences avec un seed, une série A, une série B, une série C, le VC a tout intérêt à ce que tu utilises intelligemment ton argent, mais il a tout intérêt aussi à augmenter sa stack dans un business qui fonctionne, quoi, tu vois. Donc, tu es dans un espèce d'engrenage implicite dans lequel tu peux tomber facilement, quoi. Exactement. Donc nous, on était typiquement là-dedans. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? C'est la question qui m'obsède depuis toujours. Pour y répondre, j'ai décidé d'échanger avec celles et ceux qui, comme moi, se sont lancés une première fois et ont été assez fous pour le refaire une deuxième. Je m'appelle Thibaut Elzière et je suis entrepreneur depuis 20 ans. En 2011, j'ai cofondé Exa, le premier startup studio d'Europe, pour créer plusieurs startups en parallèle avec des entrepreneurs exceptionnels. Once you are lucky, twice you are good. Bonjour Aurélien. Salut Thibaut. Je suis très content de te recevoir ici chez Twice, dans les bureaux de la cristallerie d'Exa. Et on va parler de ton parcours entrepreneurial. Et pour moi, tu es le candidat idéal. Tu as lancé 2 boîtes juste après tes études, l'entrepreneur idéal. En tout cas, dans le format Twice, où on parle des gens qui ont entrepris plus d'une fois. La première boîte que tu as créée, c'est Cheers. C'est marrant parce que j'avais la semaine dernière Nicolas Rebout de Printic. Donc on va pouvoir faire un petit peu la bataille des champions. Tu m'expliqueras un petit peu comment vous vous êtes différencié. J'ai l'impression que tu es tout le temps dans des secteurs dans lesquels il y a aussi des concurrents et dans lesquels il faut faire la différence. Et la deuxième boîte que tu as lancée, alors pas aussi différente que ce qu'on croit de ce que j'ai écouté dans différents podcasts, parce que tu t'expliques qu'il y a quand même des similitudes, mais je dirais pour tout le monde, pour le commun des mortels, c'est complètement différent. C'est Electra, donc la recharge de véhicules électriques. Donc tu as un réseau de bornes de recharge. Et on a envie de comprendre, tu sais, moi, le sujet qui me taraude ici, et la question auquel je voudrais répondre, c'est de savoir comment on devient entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est inné ? Est-ce que c'est acquis ? Et j'aimerais bien que tu nous aides à répondre à cette question et comprendre peut-être pour commencer à quel moment t'es venu l'idée de Cheers, à quel moment, quand on finit ses études, on se dit tiens, je vais devenir entrepreneur. Quelles étaient tes motivations profondes ? C'est tous ces sujets qui m'intéressent. Ça marche. Écoute, merci beaucoup de me recevoir. Comment est-ce qu'on a démarré Cheers ? Moi, j'étais étudiant à l'école et avec un copain, on s'est dit, on avait cette idée de rassembler les photos des gens pour des occasions d'anniversaire ou tu vois, de départ, parce que c'est souvent ça en fait, les cadeaux photos, c'est des cadeaux un peu souvenirs. Et puis on s'est dit, bah tiens, il y a des applications sur Facebook aujourd'hui, on peut aller directement chercher les photos des gens plutôt que de se passer des clés USB. Et on s'est trouvé que cette idée, elle était pas mal, elle était sympa. Et je pense qu'il y avait un côté B2C qui nous correspondait bien. Et il y avait un côté où, moi je pense que pour revenir à ta question de quelle était ma motivation profonde, c'était que j'avais envie de rentrer dans cette ère un peu Internet, parce que je voyais qu'il se passait plein de choses. Là, à ce moment-là, on est en 2009-2010, et on sent que, tu vois, c'est le début. C'est le frémissement. C'est le frémissement. Et je me dis, OK, en fait, moi, je ne peux pas passer à côté de ça. Et on a fait des photos. Très franchement, on aurait pu faire autre chose. Mais je pense que n'importe quel projet, je me disais, ça a un peu de sens. J'y aurais été. Et tu avais envie de créer une boîte ? Je veux dire, j'imagine que la plupart des gens dans ta promo partaient pour un job, je sais pas, en consultance, dans des grands groupes. À quel moment tu t'es dit, je vais lancer ma boîte et je vais pas suivre le parcours de n'importe qui ? C'est venu comment ? C'était une opportunité parce que justement, vous vous êtes chauffé avec ton pote et vous vous êtes dit, tiens, il y a un sujet à régler et on va y aller ? Ou fondamentalement, tu n'avais aucune volonté, d'une manière ou d'une autre, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre ? Non, moi, je pense que j'avais ça quand même un peu au fond de moi. J'avais envie de monter un projet, j'avais envie de tester, en fait. Ça me donnait beaucoup envie. Encore une fois, je suivais le secteur de la tech, je regardais les entrepreneurs, les Grandjean, les Simon Chigny, etc. Et je me disais, waouh, c'est cool. Et en fait, c'est la liberté. Donc, j'avais profondément envie de faire ça. Et donc, en revanche, le moment où on s'est dit, bah tiens, les photos, c'est une idée pas con. Je savais aussi que je voulais aller dans le secteur de l'Internet parce que c'était un truc où je me disais, il y a de la croissance, il y a de l'innovation. Et c'est là où on peut aller vite. Donc, c'était un peu tous les marqueurs que j'aimais bien.
Et après, c'est vrai que ce projet-là, il était un peu opportuniste au départ. On s'est dit, bon, là, il y a un truc à faire, le marché de la photo, il est en train de basculer en ligne. Il y a l'histoire des photos Facebook, donc on va faire ça. Et puis on a galéré pendant 2 ans, et puis on a tiré la pelote, on a réussi, bon an, mal an, à faire un service photo qui finalement s'est plutôt bien débrouillé, avec pas mal de concurrence, même beaucoup de Qui concurrence. sont arrivés dans un deuxième temps ou vous étiez un peu précurseur? Il y avait déjà des services à l'étranger qui faisaient la même chose? Alors la photo, ce qui est assez marrant, c'est que tu as vraiment trois phases. La phase historique, vraiment Kodak, Fuji, où tu imprimes au labo. Ouais. Ensuite, la phase des nouveaux services qui sont arrivés et qui ont pris Ouais. le marché en ligne, Photobox, Photoway et compagnie. Ouais. Et là, super intéressant, parce qu'on remarque que c'est pas Kodak et Fuji qui ont pris le marché vraiment des services en ligne, c'est des nouvelles plateformes. Photobox, c'est Michel Desguillermier et Martin. C'était Photoways qui est devenu Photobox dans un deuxième Exactement, temps, c'est ça? Ouais. exactement. Photoways qui avait racheté Ouais. Photobox, son concurrent anglais, et qui sont super bien débrouillés. Donc, et nous, on était la troisième génération, qui était une génération plutôt mobile. Mobile first. Ouais. On disait, voilà, maintenant les photos sont sur les téléphones, on va les imprimer avec des applis. Vous aviez même pas Et- d'application web ou c'est venu dans un deuxième temps? On avait une appli web au départ, enfin, on avait un site, tu as raison, on a commencé par le site. Donc ça, c'était de 2011, je dirais, à 2012, fin 2012. Et on a continué en fait avec ce site, mais le site représentait après 20% des ventes et l'appli 80%. On a vraiment mis tout le poids Ok. du corps sur l'application. Et là, à ce moment-là, on a démarré, on était trois nouveaux. Il y avait Printic, effectivement, avec Nico Rebout et Florent Malbranche, qui Ouais. lui aussi a monté d'autres boîtes. Et il y avait Lalalab, Ouais, qui bien sûr. s'appelait Paula... Merde, ça s'appelait Paula Print, ou un truc comme ça à l'époque. Et nous, on s'appelait Paula Box et on s'est renommé en Cheers. Bref, donc on était les L'idée, trois. c'est le Polaroid. On était au début enfin, il y avait cette histoire de Polaroid, de la photo Ouais. qu'on puisse imprimer à la seconde, c'est ça? Il y avait le fait de quoi. remettre le Pola un peu au goût du jour. Ok. Et ça nous a permis tous un peu de décoller. Parce que c'était le petit produit sympa, un peu fun, un peu... il y avait My Little Paris, etc. qui en ont parlé. Nous, on avait lancé une petite boîte qui s'appelait la Pola Box et qu'on a vendu comme des petits pains et qu'on a décliné à toutes les sauces. Pola D'ailleurs, Box. Insta, le premier logo d'Insta, je sais pas si toujours, c'était une icône de Polaroid, non? Ouais, J'ai en exactement. tête que Ouais. le premier logo Insta, Ouais. c'était tout était autour du. C'était un appareil photo Polaroid Ouais, ok. qui crachait une photo, entre guillemets. Parce Ouais, que c'est exactement. un souvenir génial pour tout le monde. Le Pola, tu vois, ça évoque un truc un peu nostalgique. Les C'était une jolie vacances. marque, les vacances, l'innovation, l'instantanéité. Enfin, il y a plein de choses. Et la photo, c'est profondément quelque chose qui fait vibrer les gens. Et il y a un truc qu'on disait souvent chez Cheers, il y avait une enquête qui demandait aux gens qu'est-ce que tu prends en premier si ta maison brûle. Et la réponse numéro 1, c'était les photos. Mais non. Ouais, ok. Et de la même manière, si tu perds ton téléphone, premier truc auquel tu vas penser, c'est merde, mes photos. Parce que ça a une valeur sentimentale, une valeur souvenir, ça représente énormément. Donc bref, il y avait les rouges Printic, les violets, la Lab, et nous on était les verts. Dans les couleurs, c'était parce que par rapport aux couleurs de C'était nos logos. les couleurs de ok, nos ok. logos et de Ça, nos- c'était nos sur le boîtes. marché français. Hein, on est sur le marché Ouais, ça, français c'est sur le marché au français. départ, quoi. Et on a tous essayé de s'internationaliser. Vous étiez en mode compétition, vous regardez les uns les autres, vous tirez la bourre, Ouais. vous faisiez des mauvais coups. Hein, on était dans quel état d'esprit? Ouais, C'est tout raconté, il y a prescription. maintenant. Ouais, c'était... Alors, le temps a passé et depuis, tu vois, Nico Rebout, on s'est échangé quelques mails, Ah, Florent Malbranche aussi. Finalement, vous vous parlez. Ouais, mais D'accord. on se parlait à l'époque, mais c'était tu vois, Ok. il y avait quand même... C'était Ok. vraiment la compète. Ok. C'était Donc 15 ans après, finalement, vous avez décidé de renouer contact. Quoi. Non, mais il y a toujours... Tu vois, eux, donc Printic, ils ont vendu à mon album photo en 2000... On a tous vendu. Ok. Printic a vendu à mon album photo, qui appartenait à M6. Donc eux, ils ont vendu en 2015 à peu près, si je dis pas de bêtises. 2014 peut-être. Lalalab a vendu en 2015 ou 2016 et nous, on a vendu en 2018. Ok. Donc Lalalab Exaconta et nous ACW. Qui a fait la meilleure vente? Quelle était la plus belle des aventures? Bah, évidemment, c'est Cheers. Non, en vrai, je pense que c'est Vous êtes Cheers. resté longtemps. Eux, pour le coup, Printic, ils en ont eu pour leur argent, entre guillemets, dans le sens où je crois que l'aventure était plutôt courte, non? Ouais, c'était plutôt court. Ouais. Ils sont restés 2-3 ans Ouais. et je pense qu'ils avaient envie peut-être de faire autre chose. Ok. Nous, on a bataillé pendant 10 ans. Tu vois, nous on a levé de l'argent, on a investi dans notre propre labo de photos, etc. Ok. Donc, il y avait un côté industriel, donc vous développez vous aviez vos Ouais. propres machines pour développer les photos. Ouais. Donc tu gérais Mm. une usine, une industrie, des gens qui travaillent là-bas. C'était Exactement. un bon choix? Ça, c'était un bon choix, je pense, parce que Ouais. dans la photo, en fait, dans ce métier, tout le monde voyait la partie application, mais je pense, rétrospectivement, que la grande majorité du succès, elle est basée sur ton outil industriel. Parce que l'outil industriel, c'est ce qui fait que
tu as des coûts qui sont bons, c'est ce qui fait que ta qualité est bien, c'est ce qui fait que tu livres dans les temps. Et à la fin, tu vois, en fait, nous, on a un business de répétition. Le client qui vient une fois, ton coût d'acquisition est tellement élevé que tu ne peux pas l'amortir. Donc, il faut vraiment que les gens reviennent. Et c'est pour ça que l'outil industriel, c'est ça qui fait que les gens sont captifs. C'est parce qu'en fait, ils ont ce que je viens de décrire, une bonne qualité. On a fait ce choix-là. C'était pas évident d'ailleurs. Et je dis un mot là-dessus parce qu'on a pris un hangar vide à Gennevilliers, 1500 mètres carrés. Et puis, on a posé les machines. Enfin, on a acheté les Vous machines. êtes parti from scratch, vous n'avez pas repris un labo existant, vous êtes parti... Alors, oui. on a racheté une partie, en fait. Donc, quand j'ai une partie, c'est quelques personnes qui sont venues, plus quelques machines. Parce qu'à la fin, en fait, on devenait assez gros et on avait un partenaire imprimeur avec lequel on était un peu en situation de... Il était en situation de dépendance économique. Ok. Ce qu'on représentait une partie assez significative de son chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, c'est un des petits learnings aussi de Cheers, c'est que j'essaie de faire attention maintenant avec des fournisseurs, à pas me mettre dans des situations comme ça, parce qu'après, c'est pas évident. Donc d'être trop dépendant de quelqu'un. Ouais. Donc vous aviez votre propre, c'était donc 1200 mètres carrés, c'est ça? Et l'intégralité de vos photos était imprimée dans votre propre labo? Alors il y avait, oui, je dirais 90% étaient dans notre labo, même 100% à un moment donné, pardon, on a tout imprimé dans notre labo. Donc on avait vraiment l'atelier avec une partie album, une partie tirage, une partie calendrier, etc. Ok. On faisait ce qu'on appelait des shop floors, donc tous les matins, à 7h du matin, il y avait le directeur de production avec les chefs d'équipe. Moi, j'ai appris tout ça, je ne connaissais pas. Ça t'a amusé ou pas? Ouais, énormément. Ok. Énormément. Donc moi, j'allais à la production, en fait, 1 à 2 fois par semaine. Et en fait, tu te rends compte que la prod, tu peux, toutes les semaines, tu as des trucs à optimiser. C'est la douchette de scan pour scanner le produit. En fait, tu vas peut-être mettre une demi-seconde au lieu d'1 seconde et demie parce que tu vas trouver une petite optimisation. Le poste de travail, tu vas finalement mettre, tu vois, les enveloppes, packaging, tu vas les mettre là. Tu vas acheter des petits robots qui vont... En fait, il y a 1 milliard d'optimisations. Donc, tu as vraiment l'impression de craquer des petits trucs toutes les semaines et c'est assez satisfaisant, moi, je trouve. D'accord. Et j'imagine que c'est quelque chose que tu as répété dans ton nouvelle aventure. Mais peut-être pour rester sur Cheese et pour revenir... Enfin, déjà, moi, j'ai une question assez marrante. Avec toutes les informations que tu as eues 10 ans après, qu'est-ce que tu aurais fait différemment sur Cheers si tu avais su... si tu avais pu récupérer toutes les infos d'il y a 10 ans après, tu aurais lancé comment? Tu aurais fait quoi? Tu aurais fait du mobile? J'imagine que tu n'aurais pas fait le web, tu aurais dû faire du mobile first, tu aurais fait différemment, Ouais. Alors, plein de choses. Franchement, plein de choses. Ce qu'il faut voir, c'est que Antoine, c'était mon cofondateur de Cheers, et moi, on était des bébés qui sortaient d'école, et franchement, on a tout appris sur le tas. On a tout appris sur le tas, on tâtonnait et tout. Donc j'aurais fait 1 milliard de choses différemment, certains sur les choix stratégiques de la boîte. Typiquement, effectivement, on aurait été peut-être plus vite, plus fort sur le mobile. De manière générale, donc, parce que au début, on a commencé en disant on est l'imprimeur de tes photos sociales. On va imprimer tes photos Instagram, tes photos Facebook, etc. Et je trouve que ça n'a pas du tout marché parce que les gens, ils n'impriment pas les photos Facebook, c'est des photos plutôt marrantes qu'ils postent. Mais les photos qu'ils impriment, c'est des photos qui ont une vraie valeur souvenir pour eux. Donc, c'est les mariages, c'est les vacances, c'est les bébés, etc. Et ça, ils ne mettent pas trop sur Facebook. Hyper intéressant, quoi. Donc ça, vous l'avez découvert chemin faisant. Et nous, on s'est acharné pendant 2 ans en se disant, on arrive sur ce marché, on veut proposer quelque chose de différent, on a un angle. Alors, pour le coup, on était assez obtus dans notre vision, presque dogmatique. Ouais. Et on disait, nous, on a ça, on veut faire les photos sociales, on est persuadé que c'est le nouveau truc et ça. Ça venait de nulle part, à part de vos convictions profondes. Voilà, et puis ça nous arrangeait aussi dans le storytelling, je pense, parce qu'on se disait, voilà, il y a une nouvelle génération avec toutes les photos qui s'échangent sur les réseaux sociaux, maintenant c'est parfait. Ça marchait bien. Ça marchait super bien. Du coup, l'histoire qu'on racontait, on se la racontait à nous-mêmes et on a été assez contents. Et on a mis 2 ans à se rendre compte qu'on se tapait vraiment la tête contre le mur, parce que les gens n'imprimaient pas ces photos-là. Okay. Donc ensuite... Et on imprime quoi? Du coup, on imprime les photos de famille, on imprime les photos de voyage, on imprime... Ouais, donc c'est les photos tout bêtement, tu vois, sur l'ordi. Ouais. Au départ, tu avais un connecteur Facebook, Instagram pour récupérer tes photos Facebook, Instagram, mais tu ne pouvais pas charger tes propres photos. Okay. Et donc ça, on a fini par le faire. Et là, d'un coup, évidemment, les gens, à 95%, ils imprimaient ces photos-là. Okay. Parce que c'est des photos qui les intéressaient. Et en fait, ce que j'ai appris de cette expérience-là, c'est qu'en gros, ça ne sert à rien, je pense, de vouloir absolument réinventer la roue. Si tu fais un service, certes, qui existe déjà, mais que tu le fais mieux et que c'est plus simple, mais tu peux craquer ton marché. Okay. Et l'exemple que je donne souvent, c'est Amazon, quoi. Amazon, à la base, ils vendent des bouquins sur Internet.
c'est pas rocket science. Alors aujourd'hui, c'est rocket science parce qu'ils envoient des machins, mais au début, c'est juste que c'est des livres sur Internet, mais c'est extrêmement bien fait à chaque étape. Profondeur de catalogue, suivi, livraison, tac, 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 tout est bien fait. Et ça suffit déjà pour arriver à, je pense... il y a plein de manières d'aborder les sujets et de créer des boîtes, mais il y a une manière, c'est de faire quelque chose qui existe, bien mieux fait, bien plus optimisé que ce que ça existe par ailleurs, quoi. Et Exactement. c'est ce qui fait peut-être même les plus gros succès, quoi. La preuve avec Amazon, pour le coup. Exactement. Tu sais que tu es sur un gros marché, qu'il y a de la profondeur. Certes, il y a de la concurrence, mais si tu optimises bien et que tu concentres bien et que tu fais les choses mieux, tu as la possibilité. Les choses sont pas... et c'est ce que je dis, Electra, c'est très concurrentiel aussi. Des opérateurs de bande en charge, il y en a plein. Et nous, on essaye de faire notre métier, de faire juste des bandes de recharge ultra rapides, un seul segment, mais de le faire très très bien. Et d'aller vraiment dans le détail du détail de l'expérience. Et ça, donc c'est un learning. Ensuite, j'aurais été à l'international moins rapidement. Okay. Nous, on a été à Londres, au Royaume-Uni, en se disant... On est en 2015, on fait une levée de fonds de 6 millions d'euros. Donc ça, c'est avec Serena Capital, qui nous accompagne aussi chez Electra. Et puis, on se dit, on va ouvrir 10 pays en 2 ans, ou 2 ans et demi. Et ça, c'était beaucoup trop... c'était... Folie des grandeurs. Folie des grandeurs. C'était encouragé par vous, par les VC, par le fait que quand tu lèves de l'argent avec un VC, de toute façon, on attend à ce que tu fasses ça. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans ce piège dans lequel on tombe tous, hein, et on est tous tombés, quoi. Là aussi, tu vois, malheureusement, c'est nous qui sommes venus avec cette histoire. Donc, je ne vais pas pointer le doigt sur... mais je pense qu'elle marchait bien aussi, avec des VC qui se disaient « Super, ça s'internationalise, la croissance. » Puis le VC a besoin de voir qu'il va y avoir un big business, tu vois, pour être motivé. Et du coup, cette histoire qu'on servait, on s'est dit, en fait, c'est génial, ça va le faire, pas de problème. Donc, on n'est pas obligé d'exécuter l'histoire qu'on raconte à des VC. Il y a une histoire pour lever et une vraie histoire, et c'est pas forcément la même. Okay. Et en tout cas, tant que notre marché domestique, en l'occurrence la France, on n'avait pas démontré qu'on avait des economics profitables et qu'on avait un business qui tourne et qui vole, c'était difficile de se projeter à l'international, quoi. Parce qu'on avait un truc bancal au début, et donc c'était voué à l'échec. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'on est allé au Royaume-Uni, en Angleterre, et là, on a foiré. Pas le bon general manager, on est tombé sur un marché ultra concurrentiel. Alors, quand je dis que la France est concurrentielle, mais le Royaume-Uni, c'était x2 ou x3. Et donc là, on a débouclé le truc, ça nous a coûté une fortune. Okay. Et ça a failli couler la boîte. Donc, on a recruté trop vite, trop de monde. On a été à l'international trop tôt. On n'a pas recruté de DRH. Donc, ça, je prends pour moi. Je te donne un peu les écueils pêle-mêle que j'ai analysés a posteriori. Pour le DRH, ça m'intéresse très fort, mais pour l'international, du coup, si tu devais refaire, tu referais comment? Parce que tu irais quand même à l'international, tu resterais sur le marché français le temps de te faire un nom et d'être bien positionné et de comprendre un peu en fait, je préparerais l'entrée dans peut-être 1 ou 2 pays minutieusement en me disant voilà comment je vais m'y prendre, voilà quel est mon plan de bataille. Je ferais ça de manière beaucoup plus rigoureuse plutôt que se dire bon allez vite, faut qu'on ouvre 10 pays, donc trouvez-moi un general manager. On a vu 3 candidats, celui-là il a pas l'air trop mal, allez vas-y tiens on y va. C'était un peu ça. Hein. On était à l'époque de faut savoir qu'on était à l'époque de Rocket Internet, qui était un peu des mercenaires et des sauvages, qui ouvraient 25 pays en 6 mois. Donc, plus t'allais vite, mieux c'était. Ouais, et sauf qu'en fait derrière, tu laissais un nombre de plâtres incalculable. Et je m'assurais de blinder le core business pour s'assurer que ce core business, il tourne, il flotte. Et ensuite, minutieusement, je préparais l'entrée dans 1 ou 2 pays, pas dans 10. Tu aurais fait lequel? Comme ça, hein, je te donne la possibilité de réinventer l'histoire. Hein, je pense qu'on aurait misé sur probablement l'Espagne. Parce que un tout petit peu moins concurrentiel. Et avec lequel on avait plus d'affinité culturelle. Et donc, je pense que ça marchait mieux. Et en fait, il y a un truc que j'ai observé, c'est que nous, on était à Paris, on a fait le choix, hormis quand on est allé à Londres, on avait une équipe locale sur place à Londres, mais les autres pays étaient opérés depuis la France. Et en France, à Paris, c'est beaucoup plus facile de recruter des super talents espagnols ou italiens que des super talents allemands ou anglais. Donc, c'est-à-dire que quand tu es basé à Paris, c'est plus facile de recruter des très bons espagnols que des très bons allemands parce qu'il y a plus d'espagnols à Paris, tout simplement? 100%. C'est-à-dire qu'en fait, à Paris, il y a j'avais jamais réalisé. Mais il y a vraiment des grosses diasporas d'Italiens et d'Espagnols qui viennent, avec des gens qui sont extrêmement talentueux, super bosseurs, etc. Donc là, tu as vraiment des gens, et puis tu peux construire une équipe. En revanche, si tu veux recruter à Paris, nous, on a essayé de recruter un general manager allemand, mais bon courage.
Ok. Parce qu'en C'est bon, Allemagne, les gens coûtent très cher, les profils, en fait, ils n'ont aucune Il envie faut de le faire venir à venir, en Paris. fait, à la Faut les limite, faire venir. ou alors créer son bureau directement sur place, quoi. Voilà. Et donc, tu parlais du DRH. Oui. Donc, l'importance d'avoir... si tu devais refaire les choses, tu recruterais un DRH beaucoup plus tôt, ou une DRH beaucoup plus tôt? Oui, ouais, parce qu'en fait, on est passé de, tu vois, on est en gros 20-25 avant la levée de fonds, la fameuse en 2015 avec Serena. Donc, Et la on est- levée de fonds est arrivée quand même 4 ans ouais, après. Vous étiez financé entre-temps ou, on a fait des petites levées de fonds, Ok. mais c'était des montants de 300, 400 000 euros avec des business angels essentiellement. 6 millions à l'époque, en 2014-2015, c'était énormissime, hein. Ouais, c'était pas mal. Donc, c'est là pas qu'a mal. commencé la croissance un peu effrénée. Exactement. Ok. Et 6 millions, à l'époque, ça nous paraissait, je sais pas, tu vois, si tu- 6 millions peut-être aujourd'hui, c'est l'équivalent, c'est peut-être, je sais pas, 15-20 millions. Et ça nous paraissait des fortunes. Et en fait, un des autres learnings, c'est que enfin, ça part très très vite, quoi. Non, mais c'est vraiment tout bête. Mais, mais tu peux vite cramer beaucoup de cash dans du marketing, des people, faire des conneries, ouvrir des pays. Et en fait, en un an, nous, on a cramé la caisse, quoi. Ok. En un an, on avait plus de cash. Mais après, je veux dire, quand tu lèves de l'argent avec un VC, on te demande de dépenser intelligemment. Oui. En 12 à 18 mois, l'argent qu'on te donne pour pouvoir relever après. Enfin, c'est le principe, c'est l'engrenage dans lequel tu te mets Ouais. naturellement quand tu commences, et je crois que ça a changé depuis, mais quand tu commences avec un seed, une série A, une série B, une série C, le VC a tout intérêt à ce que tu utilises intelligemment ton argent, mais il a tout intérêt aussi à augmenter sa stack dans un business qui fonctionne, quoi, tu vois. Donc, tu es dans un espèce d'engrenage implicite dans lequel tu peux tomber facilement, quoi. Exactement. Donc nous, on était typiquement là-dedans. Ok. Et puis, donc pour revenir sur le DRH, donc on est passé de 20-25 personnes à, je ne sais plus, 50 ou 60 en l'espace de quelques mois. Ok. Et moi, j'avais un peu je sais pas, je me disais, en fait, la fonction DRH, on n'en a pas nécessairement besoin tout de suite. Pourquoi? Parce que on est une boîte jeune, on se connaît tous bien, il y a une grande proximité, nous, on est jeunes, les fondateurs. Ça rajoute un intermédiaire, Tu vois, ça corporatise la ouais, chose. ça corporatise je le comprends. truc et tout. Et donc là, je me suis rendu compte de deux choses. Un, bah ça, c'était une bêtise. Parce que dès que tu passes, pour moi, il y a un cap autour de, je dirais, 20-25 personnes. Tu commences à avoir des sujets humains que tu peux pas traiter comme ça. Il faut vraiment une fonction RH. Donc ça, c'est un gros learning. Et du coup, chez Electra, une des premières choses qu'on a faites, c'est recruter une Je veux DRH. dire, pour gérer les gens qui sont là, la culture interne, les problématiques people dans la boîte, Ouais. au-delà de la fonction recrutement, c'est ça? Exactement. Mais Ok. en fait, des DRH, ça t'aide à recruter, ça t'aide à avoir des process internes, tu vois, à favoriser ta culture, à avoir des process internes aussi d'objectifs. Enfin, c'est toute une palette d'outils qui te permettent à ton équipe de mieux performer. Ça a été la combienième personne que tu recrutes du coup chez Electra Je pense Data Science? là, en vrai, ça a été c'était un gars, Hugo, et il est arrivé, c'était le peut-être 60e salarié. Tu vois. D'accord, donc tu as attendu quand même 60 salariés chez Electra aussi pour Ah non, recruter. excuse-moi, je Ah pourrais non. parler de tir. Non, Ok. chez Electra, c'était la 10, entre 10 et 15. Ok, donc Donc ça arrivait plus tôt. la leçon avait été apprise. Exactement. D'accord, ok, d'accord. Et soit dit en passant, moi j'ai trouvé rétrospectivement, ça je le dis aussi pour les entrepreneurs, qu'il y a une période qui est. Enfin, pardon, il y a un nombre de salariés qui n'est pas évident, c'est entre 20 et 50. Ok. C'est-à-dire qu'en dessous de 20, tout se règle relativement facilement. Et toutes les problématiques un peu corpo-finance ou RH, tu peux les outsourcer, ça va, ça fonctionne. Entre 20 et 50, tu n'as pas vraiment les moyens d'avoir une fonction RH, c'est une vrai. fonction finance, etc. Mais tu as quand même les problèmes. Et donc, c'est en règle Ok. générale, toi, le fondateur, qui doit te mettre là-dessus. Et ça consomme une charge mentale et une bande passante incroyable. Vite recruter pour passer au-dessus des 50 pour justifier de mutualiser certaines fonctions, quoi. Moi, je dirais que le sweet spot, c'est moins de 20 ou plus de 50. Ok. Mais le 20-50, pour un entrepreneur, il est très dur, je trouve. Ok, ça c'est un bon, hein, c'est un bon learning. Donc, recruter quelqu'un DRH plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'absence de DRH a eu quoi comme conséquence sur Cheers à cette époque? Je dirais que la conséquence majeure, c'est absence de process de recrutement clair et du coup recrutement rapide parce que, encore une fois, je te dis, on se disait, ah bah tiens, il nous faut quelqu'un en marketing, on nous a envoyé ce candidat, il a l'air pas mal, bon bah il peut démarrer la semaine prochaine, bah très bien, vas-y, Ok. on le fait démarrer. Tu vois. Donc c'était essentiellement ça. Après, il y a d'autres choses dans le squelette, tu vois, qui fait
que ton architecture RH, elle tient dans ta boîte, sur, encore une fois, la culture, le suivi de la performance, les entretiens annuels, l'office management, les activités, le développement personnel, les formations, il y a plein de choses, mais ça, c'était vraiment la base. C'est la partie recrutement qui a... Donc, ça déconne. 2015, vous levez ces 6 millions d'euros avec Serena. Au bout d'un an, fin 2016, vous avez les caisses vides. Il se passe quoi à ce moment-là, du coup? On fait quoi? Et ben On là, enlève de l'argent. on va supplier Serena. De remettre. On a commencé à supplier un peu avant parce qu'on voyait quand même le cash qui diminuait. Et donc là, on leur a dit, écoutez, il nous faut une petite rallonge. Et on a eu une discussion avec eux. Et le trade-off, mais qui n'était même pas tellement un trade-off que eux nous ont imposé, parce qu'on était quand même, on n'était pas complètement idiots, on était arrivé à cette conclusion nous-mêmes. C'était, OK, on calme le jeu, on arrête le recrutement, on ferme le UK, on se reconcentre sur la base. On avait aussi, dans tous les travers qu'on a eus, on avait aussi, je pense, le fantasme de se dire qu'on avait une marque super cool et que nos produits les vendent tout seuls. Okay. Et que du coup, on n'avait pas besoin de faire du marketing, des codes promo et d'être agressif en marketing, etc. Ce qui était là aussi une connerie. Donc là, on s'est recentré. On a pris toute l'équipe. On a eu sur, tu vois, on devait être 45, 50. On a eu quand même une dizaine de départs. Des gens dont on a dû séparer. Donc là, tu vois, ça met un petit coup. Et là, à ce moment-là, on a tous les jours dans la cuisine de chez Cheers, on était dans le Marais, là, rue Sainte-Croix-de-la-Bottonnerie. Tous les jours à midi, on regardait les chiffres de la veille avec toute l'équipe. Et donc, on s'est vraiment mis en mode commando. En mode machine. Okay. Et on disait à tout le monde, OK, comment ça s'est passé hier? Combien on a fait de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent? Est-ce que les albums photos en ce moment, je sais pas, on peut pas rajouter un coffret, on peut pas, tu vois. Et là, vraiment, on se focalisait sur la monétisation et l'efficacité commerciale. Et là, du coup, on a brûlé moins de cash, retrouvé tu vois, de l'activité commerciale, et on a rééquilibré les choses. Et ça a soudé les équipes, ça a eu un impact à proprement parler sur le moral de l'équipe et sur la culture de la boîte aussi. Et exactement, ça a été un moment, je trouve, assez génial, parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens, ça les a presque rassurés. Parce qu'au fond, personne n'est dupe, tu vois. Donc, ils savaient qu'on faisait un peu n'importe quoi, je pense. Okay. Et ils voyaient que ça tanguait un peu, et même si on essayait de dire les mecs sont en train de brûler le cash de la boîte. Voilà. Et on disait que tout va bien, qu'on a levé des fonds. Et moi, d'ailleurs, ça me mettait très mal à l'aise, parce que la levée de fonds, on l'a faite l'été, tu vois, genre en juillet 2015, et tout a commencé à déconner quelques mois après, quoi, en septembre, octobre. Et donc, je croisais des gens, en septembre, octobre, novembre, quelques mois après, qui me disaient « Félicitations pour la levée de fonds, c'est génial, bravo ». Alors que toi, déjà, tu étais dans moi, j'avais tous les signaux dans le cockpit, les trucs rouges qui s'allumaient. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois? C'est-à-dire que vous avez vraiment... vous êtes vraiment allé trop vite, c'est ça? C'est le moment où, en fait... Entre juillet et octobre, comment on peut réaliser qu'on n'est pas sur le bon chemin, quoi, on avait anticipé cette levée de fonds, donc on avait commencé à faire beaucoup de conneries en Q1, Q2. Donc à partir de janvier, février, on avait commencé à recruter plein de gens. Okay. Donc l'effet sur la masse salariale s'est senti à partir de l'été. Le Royaume-Uni, c'est le moment où on l'a lancé. Okay. Et en fait, tu vois, on va dire 6 mois après, on a eu les conséquences un peu de ces trucs-là. Parce qu'il n'y avait pas de problème systémique, il n'y avait pas de crise, il n'y a pas eu de revers économique Non, il y avait une crise qui était aussi liée au fait que, si je rentre un peu dans le détail, nous, on a commencé avec ce produit Pola Box, qui s'est vendu comme des petits pains. Mais à un moment donné, il atteignait son plafond. Okay. Et donc, on a dû passer de « on a un petit produit sympa, mignon, qui se vend à 20 balles, qui est cool », à « on est un vrai service d'impression photo ». Et donc, il fallait qu'on s'écarte, parce que... La Pola Box, c'était une petite imprimante, ça? C'était une petite boîte dans laquelle on mettait 20 photos format Pola. Okay. Tu vois, et ça coûtait 20 €, et on a fait la Pola Box, fête des mères, Noël, etc. Ça s'est vendu comme des petits pains. Donc ça a porté notre croissance, et on est passé de 0... Quand c'était un produit d'impression, c'est ça, c'était pas... Ouais, c'était des photos imprimées. Okay. Et tu vois, en 2013, on fait 600 000 € de chiffre d'affaires. En 2014, on fait 3,5 millions. En 2015, on fait 7,5 millions. Donc, tu as quand même une progression très rapide, parce que ce truc-là, on pousse ce canal qui se vend vachement bien, mais à un moment donné, il a atteint son plafond. Et donc là, on a dû construire d'autres briques plus solides, avec des albums photos, des tirages, des calendriers, enfin toute la palette d'un service d'impression photo. Okay. Et on n'avait pas ça, donc la croissance un peu magique s'est arrêtée. Et puis, on s'est tapé toutes les merdes possibles. On a changé de site internet. Donc je te dis, l'application commençait à représenter une part significative du chiffre d'affaires, mais le site internet, ça restait quand même une part importante en 2015.
On a changé de nom de domaine parce qu'on est passé sur cheers.com. Ouais. Et je te le raconte rapidement, mais on a perdu tout notre référencement à ce moment-là. Vous étiez sur cheers.fr? On était sur cheers.com, qu'on avait racheté $15 000 à un Oui, mais broker. on On était sur Polabox avant. Ah, sur Polabox. Changé de nom. À cause des problématiques de IP ou IP. Parce que Polaroid n'était pas très content. Voilà, Polaroid, tout à en fait. fait, avait repris. Il y avait des gars, un fonds d'investissement qui a racheté la licence de Polaroid Ok. et qui nous a mis un coup de pression à nous, à Lalalab et Faire, quoi. à deux, trois Juste, gars qui ouais. surfaient un peu sur la marque. Faire, nous on a dit ok, fair enough, on va changer de nom, très bien. C'est bien Polabox. Et- dommage. Ouais, et en même temps, c'est ce qui nous a permis de nous écarter Ok. un peu de ce produit et de faire un vrai service d'impression photo et de ne plus être cantonné à cette boîte. Et c'est la première fois que le nom de Cheers apparaissait. C'était un Exactement. renaming de la boîte, un rebranding total. Ok. Rebranding total en 2015. Mais vous Donc- avez perdu vous n'avez pas fait les redirections qu'il fallait. En fait, le nom de domaine qu'on a acheté était un site de cul ou un site coquin 15 ans avant, Mais c'est dur ça. était Ouais. pénalisé par Google, mais nous on ne le voyait pas. Et donc, pendant 2-3 mois, on a cherché à l'aveugle en se disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est un super bon enseignement ça. Et comment on peut le savoir? Je Tu te regardes sur raconte archive.org. Mais juste pour te dire, tu tapais Cheers, tu ne nous trouvais pas. Ah oui, d'accord. Quand je te dis que c'était invisible, mais c'était invisible, quoi. Ok. Il fallait taper cheers.com ou tu vois. Donc et là perte de revenus monstrueuse. Et on l'a trouvé. On a demandé à l'époque, on bossait avec Google parce qu'on dépensait pas mal de fric en marketing. Et les équipes de Google nous disent désolé, il y a un Chinese wall, on peut pas vous aider. Ok. C'est la partie référencement naturel qui est principalement basée aux US Ouais. et un tout petit peu en Irlande, si je dis pas de conneries. Et ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a écrit sur un forum. Donc sur Google, il y a tout un tas de forums sur lesquels tu peux mettre des questions en expliquant notre problème. Et à peu près une semaine après, il y a un ingénieur, tu vois, de Google référencement naturel qui a pick up le sujet et qui nous a débloqué. Mais donc heureusement, et Ouais. derrière, on a vu le ballon d'oxygène, quoi. Ok. Donc ça y est, on a retrouvé notre référencement, etc. Mais l'incertitude, c'est horrible. Parce que tu balances un message sur un forum, Ouais. c'était le seul moyen. On nous a dit, il faut écrire aux gens de J'imagine Google. que vous avez essayé via d'être connecté aux bonnes personnes, mais généralement dans ces grands groupes, c'est pas tellement que tu manques de réseau, c'est que tu sais pas du tout qui contacter pour résoudre ton problème. En plus. Ouais, Et puis, t'as tu pas vois, le nom d'une personne qu'il faudrait approcher pour résoudre le problème, c'est complètement diffus et... sur la partie référencement naturel, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Sur la partie, Ok. tu vois, paid, on Ok. va tout de suite Ouais, te trouver évidemment. quelqu'un. Ah bon? mais sur le Ok. référencement naturel, D'accord. c'est très désagréable parce qu'en fait, et puis moi, j'avais l'impression de lancer une bouteille à la mer, tu vois, en mettant ce message. Je me suis dit, mais tu vois, Google, est-ce qu'il y a un mec à San Francisco qui va prendre mon petit problème parce que je suis une boîte de photos en France et que mon site, il y a 15 ans, c'était un site un peu coquin, tu vois. Et heureusement, en fait, ils sont très diligents, ils regardent tout ce qui se passe. Donc il y a une analyse comme c'est fait de manière artisanale et humaine encore et traitement au cas par cas, beaucoup plus que ce qu'on croit. Quoi. Et ils l'ont traité assez vite. Ok. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc bref, tout ça pour dire que 2015, c'était une année cauchemardesque. Un peu dur. Et donc, il s'est passé, vous rationalisez un peu l'entreprise, vous continuez à croître, et raconte-nous un peu, à 10 ans après, on est aux alentours de quoi, de 2019, vous posez la question de vente, vous décidez d'arrêter l'aventure et de vendre la boîte, ou il y a quelqu'un qui vient toquer à votre porte? Comment ça fonctionne? Alors, il y a quelqu'un qui vient toquer à notre porte en 2017. Donc, c'est CW. CW, c'est le leader de l'impression photo en Europe. Vous ne connaissiez pas ailleurs, En fait, on les connaissait en tant que concurrents, mais on ne les connaissait pas en tant que personne. On ne les avait pas rencontrés. Vous n'avez jamais approché d'une manière ou d'une autre, c'était complètement random. Voilà, c'est un message LinkedIn que m'a envoyé Patrick Berkauer. Comme quoi, il faut regarder parfois sa messagerie. Exactement, c'est un message LinkedIn. Et il disait, tiens, je trouve ça intéressant ce que vous faites, est-ce qu'on pourrait prendre un café? Et on prend un café un peu casual pour se rencontrer. Là, nous, on se rend compte que CW, c'est une machine de guerre sur la partie production. Ils ont des sites d'impression en France, en Allemagne, en République tchèque, un peu partout, avec un niveau d'exigence Dutch Qualitat exceptionnel. Et par exemple, il y avait un truc qui s'appelait Poster XXL à l'époque, c'est pas eux qui... Je crois qu'ils ont racheté Poster XXL. En fait, eux, ils ont racheté pas mal de marques. Ok. Et typiquement, ils font en marque blanche pour Carrefour, la Fnac et compagnie. Et derrière, c'est d'abord des industriels, c'est ça? C'est d'abord des industriels. Ok. Et c'est marrant parce que c'est une des rares boîtes qui a négocié le virage de l'argentique au numérique. Ok. Et qui a réussi cette transition
Là où beaucoup, comme Kodak, le plus emblématique, en fait, sont Donc, passés à la historiquement, ils faisaient du développement de photos argentiques et ils ont. Ouais. C'est une boîte du coup qui a déjà plus une trentaine, quarantaine d'années. C'est une boîte qui est dans les années 70, au moins 50 ans, qui développait des pellicules photo et qui s'est réinventée sur Internet. Super, Et d'ailleurs, moi, ce que je dis souvent avec Electra, c'est que malheureusement, ce que je vois, ce que j'observe, c'est qu'il y a pas mal de constructeurs automobiles qui se comportent un peu comme Kodak au début des années 2000, quoi. C'est-à-dire qu'ils disent non, mais l'électrique, ça viendra plus tard. En attendant, on gagne de l'argent sur le thermique. Et puis de toute façon, on est coté en bourse et ce trimestre, on doit faire les objectifs. Donc voilà. C'est des gros paris qu'ils doivent faire parce que tu te cannibalises totalement, tu vois. Donc c'est vraiment C'est très dur. Et quand tu es coté en bourse, c'est d'autant plus difficile, quoi. Mais c'est très dur. Et tu vois, c'est facile pour moi de dire ça, hein. Genre, encore une fois, je pense que je serai à leur place. J'imagine que c'est très, très difficile. Malheureusement, l'histoire est truffée d'exemples de Kodak, d'Alcatel, de Nokia, de BlackBerry, de boîtes industrielles qui n'ont pas négocié un virage un peu visionnaire dans lequel ils se sont dit, OK, mon business historique, il ne va pas tenir dans le temps, il faut que je le tue. Et se suicider une partie de son business, c'est très dur. C'est très, très dur. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et du coup, donc, finalement, vous vous êtes bien entendu. Et ça a duré combien de temps entre le moment où tu as reçu ce message LinkedIn, le moment où tu l'as vu et le moment où ça s'est conclu? Alors, le message, il est en mars-avril 2017 et la conclusion de la vente, c'est en février 2018. Okay. Et peut-être que là, je dis une chose pour les entrepreneurs là, qui nous écoutent, c'est que on s'est dit, bon, on va explorer la discussion avec Seaway parce que nous, la partie industrielle, c'était très, très dur quand même. On avait une croissance assez forte. C'était plaisant mais dur, quoi. C'était, passionnant, épanouissant, mais très dur. On avait une croissance qui était assez forte. Et le problème de notre métier, c'est que c'est aussi très saisonnier. Donc à Noël, tu as des volumes gigantesques. Et puis, il faut imprimer en 4e vitesse. Tu ne peux pas stocker en avance, parce que c'est les photos des gens. Donc, voilà. Et donc, on souffrait pas mal de ça. Et on s'est dit... Il y a une question d'urgence, c'est ça? Les gens, quand ils te contactent, ils ont besoin de leurs photos dans 3 jours, quoi, pas dans 3 semaines, quoi. Ils commandent le 15 décembre, ils veulent le paquet à Noël. Donc, il faut l'imprimer tout de suite. Et donc là, il fallait des intérimaires, des 3.8, des machins. C'était quand même assez complexe. Et on se disait... s'adosser à un industriel qui va nous amener cette capacité-là, waouh, ça va nous soulager. Mais en même temps, on s'est dit, la discussion avec Seaway, il y a une chance que ça aboutisse pas, quoi. Et donc, on a fait un dual track dans lequel on a mandaté un leveur de fonds pour faire un process de levée de fonds. Et en parallèle, on menait les discussions pour la vente de la société. En se disant, souvent, ça. Si jamais... Donc, vous n'aviez pas levé de l'argent depuis 2015, non. 2015, non. D'accord. Puis on était en 2017, 2 ans après, et on se disait, on n'avait pas levé de l'argent modulo la petite rallonge que nous avait octroyée Serena. D'ailleurs, ça soude avec ton VC. Ce genre de moment, c'est là où tu vois un peu si les relations sont fortes et solides. Et elles l'ont été, puisqu'ils ont réinvesti après, tu nous raconteras. Et elles l'ont été, exactement. Et c'est là où j'ai vu que c'était vraiment des bons partenaires, et que dans les moments chauds, ils étaient là, ils répondaient présents. Ils étaient challenging, ils étaient exigeants, mais ils le faisaient de la bonne manière. Tu avais un interlocuteur chez ton VC où tu t'interagissais avec le VC à proprement parler, l'entreprise Serena, ou tu avais quelqu'un chez Serena qui était vraiment ton interlocuteur favori, préférentiel? C'est Xavier L'Orphelin, qui était en direct avec toi. Qui est un des partenaires qui nous suivait et avec qui on a développé cette relation de confiance. Et je pense que les chiffres ne plaidaient pas pour nous, mais ils voyaient qu'on était vraiment en train de se bouger le cul pour tout faire pour que ça aille mieux. Et ça a forgé des relations fortes qui ont fait qu'effectivement, derrière, ils ont réinvesti Serena dans Electra. Donc dual track. Donc dual track. Et puis à un moment, en fait, plus les discussions avançaient, nous, on est allé en Allemagne, on a rencontré le management. Les deals, moi, je le fais aussi un peu... on a fait plusieurs levées de fonds avec Electra. Au total, j'ai fait 7 levées de fonds sur les dernières années. Vous avez levé combien avec Electra depuis On a levé 700 millions d'euros. Donc on n'avait pas d'argent, mais entre un deal qui se fait et un deal qui ne se fait pas, il y a quelques centimètres, quoi. Et donc, c'était intéressant Je trouve que toute cette phase de se connaître, de passer du temps en Allemagne, de visiter leurs usines, que eux, évidemment, ont fait la même chose chez nous, les due diligence et tout, là, ça nous a permis de nous dire, OK, c'est le bon partenaire, on a envie d'aller avec eux. Et... ça a augmenté les probabilités que le deal se fasse, quoi. Voilà. Des deux côtés. Des deux côtés. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. En fait, c'est un petit truc aussi que j'ai pris pour Electra, c'est toujours utile de grenouiller dans ton écosystème, de connaître les gens, de connaître les concurrents,
parce que tu sais pas, peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, à un moment donné, tu vas faire un deal avec eux dans un sens ou dans l'autre. Et donc, moi, j'essaie de passer une bonne partie de mon temps à lever le nez du guidon, entre guillemets, tu vois, de l'exécution opérationnelle d'Electra et à parler avec le marché. Et alors, on va passer sur Electra parce que c'est quand même ça qui t'occupe énormément aujourd'hui. Et on a envie de savoir un peu les enseignements que tu as pris de ta précédente boîte, Cheers. Mais pour refaire le timing, donc on est en fin 2018. Vous signez la vente et toi, tu t'engages à faire une transition. Tu es loqué, j'imagine, donc tu es enfermé. On t'incite à rester pendant quelques temps. Comment ça fonctionne? Ouais. Alors là, effectivement, donc, début 2018, février 2018, on signe un deal. Et dans ce deal, nous, on doit rester 3 ans avec Antoine. Ok. Pendant ces 3 ans, on a une espèce d'incentive à faire en sorte que ça se développe bien. Et là aussi, tu vois, petit learning que j'ai, c'est qu'au moment où j'ai signé ce deal, 90% des gens que j'ai croisés m'ont dit « Ah, t'as fait un earn-out, mais mon pauvre vieux, tu vas jamais tenir 3 mois. C'est un grand groupe allemand coté en bourse qui est sur SAP, j'aurais etc. » pu dire quelque chose comme ça, effectivement. Ouais, et en fait, ça s'est très bien passé. Ok. Ça s'est très bien passé parce que c'était une super belle boîte. C'est une boîte qui était 10 fois plus grosse que nous, donc avait plein de choses à nous apprendre. Nous, on a gardé notre marque, nos équipes, nos bureaux, donc une forme d'indépendance, tu vois. Eux étaient en Allemagne, donc tu vois, ils nous ont pas dit allez, demain matin les cocos, vous venez dans nos bureaux et on amalgame tout le monde. Donc ça s'est assez bien passé et on a eu une grosse croissance puisqu'on est monté à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020 avec eux. Vous avez connu cette croissance qui est intéressante à gérer, Exactement. Les équipes, agrandir là. Et heureusement, on avait leur appareil industriel, quoi. Okay. Parce que sinon, moi, je serais mort de foi. Parce qu'on a eu on est passé de 15 millions de chiffre d'affaires en 2017 à 50 millions en 2020. Et donc ça, c'était des volumes de prod monstrueux, et heureusement qu'ils étaient là pour nous aider. Et du coup, tu es resté vraiment 3 ans, tu as fait la transition jusqu'au bout. Ouais, j'ai fait la transition jusqu'au bout. Et donc, effectivement, c'était toujours ta boîte, mais tu n'étais plus un peu dans le driver seat, dans la position de l'entrepreneur à proprement parler. Tu commençais pas à fourmiller, tu commençais pas à avoir des idées dans tous les sens, tu n'avais pas envie de relancer un projet par ailleurs. Tu étais obligé de te contenir ou ça allait en fait? En fait, ça allait parce qu'on avait une telle croissance. Et c'est les 2 premières années, 2018-2019, c'était hyper intéressant parce qu'on s'est arrimé avec le groupe COE, donc il y avait plein de synergies à faire. On avait une grosse croissance, plein de projets, donc j'ai pas vu le temps passer. Et puis, ce qu'on s'est dit aussi avec Antoine, c'est qu'on s'est dit, tu sais, un peu comme à la présidentielle, tu as les 100 jours, on s'est dit, les 100 premiers jours, on va être nickel avec eux. Ils ont mis un ticket important pour nous racheter, ils nous ont fait confiance. La personne... On va être les bons élèves, c'est ça? On va être les bons élèves. La personne qui a fait le deal, c'était pas mal mouillé sur le truc parce que le management disait « Ah ouais, quand même, craquer un gros billet sur une petite boîte pas rentable, c'est quand même risqué, etc. » On avait envie de lui montrer qu'on était à la hauteur du truc. Et du coup, ça a créé, tu vois, une relation, je pense, qui était pas mal. Et le truc, tu vois, on voulait surtout pas faire les petits cons qui crachent un peu dans la soupe. Voilà. Et en revanche, la dernière année, effectivement, là, j'étais plutôt dans l'état d'esprit que tu décrivais. Je commençais un peu à fourmiller, à me dire, bon, ça fait 10 ans que je fais de la photo, ça y est, la boîte, elle a une certaine taille, elle est rentable, il y a un COMEX avec des gens très bons qui pilotent le truc très bien. Et puis, on est dans un groupe, donc avec un peu moins de marge de manœuvre, quoi. Puis j'imagine que tu n'avais pas prévu que tu restes davantage ou plus longtemps. Tu avais fait le job. Non, dans l'idéal, ils auraient aimé que tu restes... tu sais, c'est une boîte allemande... tous les mecs que je croisais chez CV me disaient « Salut, moi je suis dans la boîte depuis 15 ans, moi depuis 20 ans, etc. » Donc pour eux, 3 ans, c'est rien. On avait racheté ma boîte en 85. Voilà, je suis toujours là en 2020. Mais le gars qui nous a racheté, il est dans la boîte depuis 10 ans et sa propre boîte avait été rachetée. Donc, tu vois. D'accord. Mais donc, mon associé est resté, moi je suis parti, parce que j'avais... Ton associé est toujours ou pas? Non, il est parti. Ok, d'accord, récemment. Non, il est parti 1 an après moi. Ok, d'accord. Mais là, j'avais vraiment des fourmis dans les jambes. Et comme tu dis, vraiment envie de remonter un projet, en me disant, j'ai quand même envie de capitaliser un peu sur toutes les conneries qu'on a faites. Et puis, moi, je rêvais de monter quelque chose dans la mobilité. Avec l'idée de se dire, je vais monter un deuxième projet. Tu rêvais de faire quelque chose dans la mobilité? Qu'est-ce qui te faisait rêver dans la mobilité? Comment tu étais sensible à ces sujets-là? C'est venu comment? C'est un secteur que j'adore, tu vois, depuis toujours. Moi, j'ai observé vraiment toutes les boîtes de mobilité,
les vélos, les trottinettes, les Ok. VTC, les locations de bagnoles et tout ça, j'ai vu ça avec gourmandise. Tu vois, quand je passais du temps avec mes copains de Virtuo ou avec mes copains de City Scoot, j'étais captivé par ce qu'ils me racontaient. Je savais que j'aimais ça. Et je me suis dit, je vais inventer un nouveau projet. Et la seule chose que je sais sur ce nouveau projet, c'est que je veux que ça soit un projet qui me passionne. Parce que Cheers, j'ai adoré l'aventure humaine, mais entre toi et moi, je n'étais pas passionné de photos. Tu vois, voilà. J'imagine que pendant les 2-3 premières années, tu es passionné parce que tu es en train de craquer quelque chose, etc. Mais qu'après, Ouais. il faut aimer le sujet, quoi. Ouais. Ok. Et là, le sujet vraiment de la mobilité, de l'énergie, de l'infrastructure, tu vois, j'ai commencé à regarder, à lire des choses, et j'y passais 1 heure par jour, 2 heures par jour. Et au bout d'un moment, je me dis, attends, en fait, je suis en train de passer 5 heures par jour sur ce truc, Il est temps et j'ai qu'une envie. Ok. J'avais une boulimie de ce truc-là, je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est tout. Et parmi tous les sujets qu'on peut adresser en mobilité, comment t'es venu Mm. le sujet d'Electra dont tu vas nous parler, donc, qui est de la recharge électrique? C'est historiquement le sujet sur lequel tu es tombé, ou c'est de fil en aiguille que tu es tombé sur de faire un réseau de bornes de recharge? Tu t'es dit, c'est le plus gros sujet à tacler dans la mobilité, Ouais. j'y vais, quoi. Ok. Non, mais en fait, c'était un peu le... Quand je parlais de mobilité, donc je passe 80 entretiens avec des gens de G7, Ok. de City Scoot, etc. Et le sujet qui revenait, c'était, bon, il y a une vague massive d'électrification, en fait. Ok. Et comment on l'a fait vite. Et c'est là où, tu vois, le cheminement que j'ai fait pour arriver à cette conclusion m'a fait aussi comprendre que c'est pas évident pour les gens, et je m'en rends compte tous les jours aujourd'hui, de comprendre pourquoi il faut faire cette transition électrique et pourquoi est-ce que la France est le meilleur pays pour le faire. Tu vas nous expliquer d'ailleurs. Hein. Et je vais vous expliquer avec plaisir, mais du coup, tu vois, les réticences ou les espèces de pushback que je vois, parce que je parle évidemment de voitures électriques matin, midi et soir, il y a plein de gens qui sont pas convaincus. Malheureusement, on n'a pas gagné la bataille, tu vois, de l'enthousiasme sur ce sujet-là, je trouve. Et j'ai compris que, ouais, il fallait quand même connecter un peu des dots. Et les dots, je peux te les faire rapidement, c'est... On a de l'énergie en France, qui est l'énergie la plus décarbonée en Europe. Donc la France est le premier producteur d'électricité en Europe. Premier exportateur, pardon, d'électricité en Europe. On surproduit l'électricité, on exporte 20% de notre prod. Cette électricité, la France, c'est l'électricité la plus décarbonée d'Europe. C'est à peu près 10-11 grammes de CO2 grâce au nucléaire. Et ensuite, on a des constructeurs automobiles de taille mondiale, avec Stellantis et avec Renault. L'électricité en France aussi, elle est pas chère. Alors certes, elle a augmenté ces dernières années, mais par rapport à tous les autres pays d'Europe, et crois-moi, aujourd'hui on opère dans 10 pays, la France c'est quasiment le pays le moins cher. Donc l'électricité, elle est pas chère, elle est décarbonée, et elle est très abondante, puisqu'on en produit en quantité très significative. Donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on va importer du pétrole qui est foré offshore ou en Arabie Saoudite pour se déplacer, alors qu'on a l'électricité là, ici? Donc il y a tous ces avantages-là. Il y a des avantages en termes de CO2, c'est entre moins 60 et moins 80% d'émissions de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie de la voiture, y compris la fabrication de la batterie. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un nombre de rumeurs, fake news incalculables. Et puis, en termes de souveraineté, ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de pétrole en France. En revanche, j'allais dire on a des idées, non, on a d'électricité. Et donc, il faut s'en servir, quoi. Donc, tu as un avantage souveraineté, un avantage CO2, un avantage pollution de l'air aussi. Ça, on n'en parle pas souvent, mais en fait, il y a entre 40 et 50 000 décès par an. C'est des gens qui respirent mal en ville. Donc, il y a la pollution atmosphérique, donc ça, c'est le CO2. Il y a aussi la pollution de l'air. Et la pollution sonore, d'ailleurs. Pollution sonore. Il y a la souveraineté. Il y a tous ces avantages-là. Et moi, il y a un avantage, je trouve, qui est massif, hein, qui est le fait que, si on parle de la démocratisation des véhicules électriques, c'est que pour moi, c'est moins cher à produire, c'est moins cher à utiliser et c'est moins cher à maintenir. Donc, de facto, ça va prendre tout le marché. C'est-à-dire que les gens il peut y avoir des débats sur l'électrique, etc. C'est fait, en vérité. Donc, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça va prendre du temps et ça va prendre certainement plus de temps que ce qu'on croit. Mais il n'y a aucune raison que dans le futur, on utilise autre chose que les voitures électriques pour la simple et bonne raison que c'est une meilleure qualité pour un prix inférieur et qu'à la fin, c'est le prix qui compte. Et moi, je suis persuadé qu'il aura fallu quelques années pour que ça devienne justement moins cher à produire. Ça, c'est un fait, et ça, c'est en train de le devenir. Moins cher à utiliser, ça s'est prouvé depuis très longtemps. Et moins cher à maintenir, ça, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup moins de pièces.
J'ai une Smart électrique depuis 11 ans. J'ai jamais eu un problème. Et le problème, c'est qu'il y a une espèce de bloc clim, c'est celui qui est tombé en panne 3 fois depuis, quoi. Et pas du tout la partie mécanique ou électrique de la bagnole, quoi. Absolument. T'as tout dit, t'as tout résumé. Et là aussi, je veux tordre le cou à une... Il y a une espèce de fable parfois que je vois dans les médias qui est non, mais en fait, on va avoir une solution multi-technologie, il faut une pluralité de solutions, etc. Et ça, c'est un discours qui passe très bien parce que tout le monde se dit bah oui, super, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et tout. En réalité, dans les biens de consommation grand public, il y a toujours un couple performance-coût qui gagne. On a tous des ordinateurs portables avec une batterie, on a tous des téléphones smartphones avec une batterie. Et donc, on peut fantasmer sur l'hydrogène, sur les e-fuels, donc ces carburants de synthèse, sur je sais pas quoi. La réalité, c'est que c'est des solutions qui sont totalement sous-optimales en termes d'efficience par rapport à ce que proposait une batterie. Pour la voiture, électrique du quotidien, pour le fret par exemple, ou pour le long courrier aérien, c'est peut-être autre chose, quoi. Alors pour tout ce qui est transport de camions, ou transport lourd, tout ça est en train aussi de passer à l'électrique. Okay. Moi, quand je discute avec Scania, Volvo, Renault Trucks, etc. Je parlais du fret maritime. Hein. Fret maritime, fret maritime, c'est autre chose. Ouais. Fret maritime, tu as raison, c'est autre chose. Fret maritime et aérien, c'est beaucoup plus lointain et peut-être qu'il faudra des SMR, donc des petits réacteurs nucléaires, là, les nouveaux Small Modular Reactors. Peut-être qu'il faudra de l'hydrogène. Il faudra des solutions comme ça. Mais en tout cas, tout ce qui est transport routier, ça va passer à l'électrique. Et moi, j'étais en Chine il y a 2 semaines au salon de l'automobile à Shanghai. Tu vois que le prix en fait, des batteries a tellement baissé qu'une voiture électrique en Chine coûte moins cher qu'une voiture thermique. Donc non seulement ça coûte moins cher à l'achat, ça coûte beaucoup moins cher aussi en termes de maintenance, tu l'as dit, et ça coûte moins cher à l'utilisation. En France, rouler en électrique, ça coûte 2 fois moins cher que de rouler au thermique. Ça, c'est chiffré, c'est documenté. Tu vas payer, en fait, pour 100 km, tu vas payer entre 5 et 7 euros au lieu de 10 à 14 euros. Donc, à partir du moment où la voiture est au même prix, les gens vont se tourner vers cette solution naturellement. On l'a vu avec le leasing social, d'ailleurs. Le leasing social, tu te souviens, l'année dernière, voiture à moins de 100 euros. C'est la voiture à 100 euros par mois. Il y avait 20 000 voitures. Les gens se sont rués dessus. Il y a eu 50 000 demandes. Moi, ma question, on y reviendra parce que j'aimerais bien comprendre un peu comment tu as commencé Electra. Mais ma question, c'est, et tu le sais, hein, parce que moi, je suis intéressé sur les petites voitures. Et pour moi, dans la mobilité quotidienne, hein, qui représente 98% des déplacements des Français pour des trajets de moins de 80 km, j'ai l'impression que le plus simple, c'est de charger la voiture sur une prise réseau chez soi et de la charger tous les jours, comme on le fait avec le téléphone portable. Et que du coup, la notion de borne, telle que vous et vos concurrents vous le faites, aura moins de sens que la notion de station essence. Mais tu nous expliqueras pourquoi tu penses que ça s'inscrit dans un projet futur. Oui, je peux te répondre très rapidement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'accès en fait, à une prise. En région parisienne... Une prise, mais pour moi, tu ne peux pas concevoir une place de parking sans qu'il y ait une prise d'aspirateur disponible. Ça n'existe pas. Enfin, il y a de l'électricité partout. Oui. Alors, je parle d'une prise d'aspirateur, hein, c'est-à-dire qu'une prise de courant classique, hein, auquel je branche ma petite voiture qui va se charger en 4 ou 5 heures, ou en 6 heures, ou en 7 heures. Là, tu as 2 modèles, deux visions. Le premier modèle... Pardon, je challenge directement. Non, mais tu as raison, c'est un super bon challenge. Le premier modèle, que tu l'écris, c'est un modèle où on dit on va essayer de mettre une prise en fait, partout, derrière, à côté de chaque place de parking. Et le modèle que moi je défends, c'est de dire, je vais donner un peu les arguments au passage, c'est la quantité, ça marche mal, parce qu'en fait, tartiner en mettant des centaines de milliers de points de charge, ça pose plusieurs difficultés. Travaux, emprises foncières, ces prises, elles ne sont pas maintenues, parce qu'en général, elles sont peu utilisées, donc l'opérateur, il s'en fout. Elles sont vite dégradées, donc les gens n'ont pas confiance. Et donc, tu as un problème en tant que... C'est totalement sous-efficient. C'est comme si... Ça dépend de la taille des batteries et de la taille des voitures, parce que moi, je te parle de prises électriques classiques. Bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. À côté de chaque place de parking, partout en France, il y a à moins de 3 mètres une ampoule ou un câble électrique. Hein, donc, je te parle juste de ça. Hein. Mais ces modèles-là... Il y a pas de travail à faire, tu vois. T'as raison. Ça existe déjà. Et il y a des boîtes, tu sais, qui sont lancées et qui sont assez ingénieuses et qui vont se piquer sur les lampadaires. Ou qui prennent les legs du lampadaire, parce que tu as raison, il y en a partout. Il faut avoir le temps, hein, parce qu'on parle de charger une voiture en 10 heures. Hein, pas... Voilà, il faut avoir un peu le temps. La réalité, c'est qu'en fait,
C'est comme dans une copropriété. Tu vois. Ok. Dans une copropriété, si tu as 200 places de parking et que tout le monde installe une prise, en réalité, les gens ils vont se charger 2 fois par mois. C'est-à-dire que toi, tu fais ton plein d'essence peut-être 2-3 fois par mois, maximum, quoi. Donc, tu as besoin de 2-3 pleins dans le mois. Pour autant, si tu mets 200 prises dans le parking, malheureusement, comme elles sont utilisées que 2 ou 3 fois dans le mois, en réalité, ton investissement, il ne fonctionne pas. C'est pas possible. Donc, tu tartines à en mettre partout, mais comme il n'y a aucun modèle économique derrière, parce que tout ça, bah, non seulement en termes d'émissions de CO2, etc., c'est pas efficient, c'est pas utilisé, du coup, c'est pas maintenu, et donc c'est voilà. Donc, c'est pour L'idée, ça que... c'est de mutualiser, du coup, les points de Donc moi, je suis plutôt sur un modèle. Le modèle d'Electra, je le dis clairement, c'est on met, comme les pompes à essence, des prises qui peuvent te charger en 10 minutes. C'est d'ailleurs ce qui va se passer dans quelques années, puisque j'étais à Shanghai. Aujourd'hui, hein, tu disais, ça prend à peu près le temps moyen de recharge, 30 minutes, et vous avez les Ouais. meilleurs appareils, la plus grosse puissance disponible, c'est ça? Voilà. Par rapport à- Aujourd'hui, le facteur limitant, c'est la capacité c'est la vitesse par exemple, de charge que peut accepter la voiture. Donc aujourd'hui, les gens chargent plutôt en 25 minutes, une demi-heure chez Electra. Et demain, grâce à l'amélioration qui est faite sur les batteries et les voitures, on sera plutôt autour d'une dizaine de minutes. Ça va pas dépendre de Voilà. vous, ça va dépendre Des batteries et des voitures. Ok, d'accord. Et c'est pas de la science-fiction, hein, puisque en Chine où j'étais, encore une fois, moi je suis monté dans une voiture qui charge en 12 minutes Ok. de 10 à 80%. Et tu vois la jauge monter. Tu l'as vu avec tes propres J'ai yeux. vu avec mes propres vidéos, D'accord, je te la montre. Ok. Et donc, nous on est plutôt sur ce modèle-là en se disant, il faut que ça soit extrêmement simple, extrêmement rapide. Comme à la pompe, j'arrive, je mets un coup de carte bleue, sans contact, tac, tac, c'est fini. Et donc, j'ai pas à me dire, OK, il faut que j'aille me garer sur une prise, ça va me prendre 4 heures, 4 heures et demie. Est-ce que la Non. place, elle est libre? Est-ce qu'elle n'est pas libre? Est-ce qu'on va me facturer du stationnement à côté en plus? Parce que quand même, je vais rester 4 heures. Est-ce qu'il n'y a pas des travaux dans la rue? Du coup, la borne est... etc. Non. En fait, j'ai un modèle plus simple. Et peut-être pour revenir à l'Inception, au début de l'idée, donc Ouais. tu regardais, avant d'avoir quitté Cheers, tu regardais déjà un petit peu, tu commences à te renseigner, à rencontrer beaucoup de gens, c'est dont tu parlais. Hein, Voilà. Ok. J'ai commencé j'appelle ça, à sentir les fleurs, tu vois, à Ok. m'ouvrir, Ok. à aller regarder un peu ce Ok. qui se passe. En 2020, c'est le moment du Covid en plus, donc tu es un peu dans une situation particulière. Tu commences à... tout le monde a pris un step back, j'ai envie de dire, tout le monde a pris un pas de recul à ce moment-là. Et moi encore plus, parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans mon business. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ah tiens, ce secteur, c'est intéressant. J'ai tiré les fils. Et là, j'ai eu une très grande curiosité pour le sujet. Et ce qui a fait qu'à la fin de l'année, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Le petit aussi tips que je donnerais modestement, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir. Ok. Et toi, j'ai une grande admiration pour toi parce que tu as lancé des dizaines de business. Et ça, je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, tu te dis, allez, on y va, en fait, tu le fais. Donc, c'est bien de réfléchir et de penser à une idée, etc. Mais c'est mieux de le faire, quoi. Et puis, tu auras toujours des obstacles, des trucs auxquels tu n'as pas pensé, mais Faut y aller, quoi. c'est pas grave. Faut se quoi. mettre en action. Voilà, toi, tu te mets en action. Ok. Exactement. Et toi, tu t'es mis en action, du coup, sur cette idée, à proprement parler, qui était un gros challenge. C'est-à-dire que tu as pris un peu le plus gros sujet, parce qu'il y a un sujet en infrastructure, en CAPEX qui est énorme. Tu t'es dit, Ouais. c'est bon, j'ai l'expérience, j'ai les épaules pour aller adresser, réinventer la pompe à essence, hein, pour être Ouais. simple. Hein, Non, non, mais je pensais à une expression qu'un gars m'a dit hier, il me disait « more motion than notion ». ok. Donc, on se met plus en action. Ça. Et moi, alors, j'avais le sentiment que oui, j'étais capable de me lancer dans ce truc et d'arriver à... Je me sentais prêt, mais je ne l'aurais jamais fait sans mon associé d'aujourd'hui qui s'appelle Julien Belliato, Ok. qui lui avait des années d'expérience dans l'infrastructure, et en particulier dans l'infrastructure de recharge. C'est quand même un métier spécifique, avec un volet industriel et génie électrique extrêmement technique, tu vois. C'est ce qu'on fait, c'est pas trivial. C'est en le rencontrant lui que vous avez eu ensemble l'idée, ou c'est parce que tu as eu l'idée que tu l'as cherché et que tu l'as trouvé? Comment ça s'est passé? Moi, j'avais l'idée de lancer ce truc. Ok. J'ai rencontré un autre gars qui avait la même idée, et lui connaissait Julien, et tous les trois, on s'est dit, allons-y. Ok, donc vous êtes 3 au début. C'était trop au début, il y en a un qui est parti depuis, Ok. mais c'est grâce à ce troisième larron que j'ai rencontré Augustin, que je remercie, que j'ai rencontré Julien. D'accord. Et Julien, coup de foudre professionnel, et grâce à lui, je me suis dit, OK, parce que comme tu dis, c'est un peu titanesque, tu t'attaques à un truc où tu te dis, bah, une station, ça coûte 500 000 €. Si je veux en mettre des milliers, il faut que j'investisse des milliards d'euros, Ok. si je veux être intéressant.
et je vais aller challenger Total et Engie. Donc c'est un peu... ça fait peur. Mais avec Julien, je me suis dit, OK, là j'ai un gars qui est vraiment ultra solide, qui connaît le sujet. On va pouvoir faire des choses. Et donc, du coup, vous partez, fleur au fusil, en 2020 21. 21. Fin 2020, début 2021. Ok. Fin du Covid, on est où là? Ouais, Plein dans le Covid, hein, Plein dans le Covid. entre deux confinements. entre deux confinements. Ok. Et là, on est parti pleine balle, Ok. en se disant, là, il faut y aller très, très vite. Nous, on a un sujet d'emplacement. Ok. On fait des partenariats avec des Leclerc, des Intermarchés, Vinci Autoroute, etc., où en gros, on va leur louer une petite dizaine de places. Ceux qui sont propriétaires, ou qui ont les concessions en tout cas pour ces emplacements, c'est pas Voilà. Total, etc. Total sont eux les locataires. Bah, de Total, ces gens-là. ils ont leurs emplacements, Ok. qui sont pour la plupart franchisés, à 70%. Ok. Mais nous, du coup, on va dealer avec, je te dis, des supermarchés, des hôtels, des restaurants. Est-ce que vous êtes sur les autoroutes, mais aussi sur des zones, dans des zones industrielles, des zones commerciales Oui, alors nous, on est principalement en agglomération urbaine, donc c'est assez large, hein, tu vois, ça Ok. va être des parkings Indigo dans Paris, comme des Ok. trucs en troisième couronne. Et ça, c'est 80% du réseau. Avec l'idée de se dire, en ville, peu de gens ont accès à une prise, donc on va adresser ces gens-là. Ouais. Et on va servir les flottes professionnelles. Ok. Donc on a 450 flottes professionnelles enregistrées. On travaille avec G7, avec Europcar, avec tout un tas d'entreprises de logistique qui doivent se décarboner. Et puis, on fait un peu d'autoroute, mais c'est 20-30% des stations. Tu vois. D'accord, c'est pas votre. C'est pas notre core business. C'est pas le pari que vous avez pris, c'est pas les autoroutes. Non, parce qu'en fait, si tu veux, la mission d'Electra, c'est de faire en sorte que la voiture électrique soit un no-brainer. Ok. Donc c'est créer les conditions qui font que les gens vont adopter une voiture électrique sans problème. Ok. Or, les autoroutes, c'était relativement bien équipé. Donc nous, on en a équipé quelques aires, on a à peu près 30 aires d'autoroute équipées. Mais c'est pas ce qui a fait qu'on s'est dit, OK, on fait avancer le schmilblick. Parce que D'accord. c'était déjà très bien Ok. adressé par des D'accord, concurrents. d'accord. En revanche, les zones urbaines, c'était pas fait. Et du coup, vous levez de l'argent directement, c'est-à-dire que j'imagine que c'est un business qui demande de lever énormément d'argent day one, donc Ouais. dès le premier jour. Donc Oui. il y a combien de temps entre le moment où vous décidez de lancer la boîte et le moment où vous levez votre premier tour de table? Bah, on a levé d'emblée, Ok. t'as raison. On a direct levé, on a fait une jolie levée de seed, on a levé 15 millions d'euros. Ok. Avec du coup Serena. Avec Serena et avec deux autres fonds, First et Euraseo Ok. VC, D'accord. anciennement Leader Invest. Et Serena a pris le lead, et je remercierai jamais assez Serena parce que, comme tu as compris, notre trajectoire, notre equity story, comme on dit, elle était très gourmande en capital. Il fallait qu'on fasse des levées de fonds importantes. Et le fait de démarrer avec un tremplin, avec une levée de fonds un peu significative en seed, ça nous a beaucoup facilité les choses par la suite. Sachant que le reste de l'argent, vous le levez pour de l'infrastructure et pas forcément. Enfin, c'est pas Dans la les 15 typologie millions. de VC, non Alors oui, nous on a fait levée de fonds avec des VC en 2015, Ok. levée de fonds avec des fonds d'infrastructure en Ok. 2022, D'accord. enfin 2015, n'importe quoi, en 2021. On démarre avec des fonds de VC, ensuite on fait avec des fonds d'infra. Logique assez différente, on pourra y revenir si tu veux. Et ensuite, la dernière levée de fonds qu'on a faite, c'est qu'un fonds de pension, chose qu'on n'a pas en France, mais Ok. fonds de pension néerlandais. Néerlandais. Voilà. Ok, d'accord. Et en fait, dans le dernier tour qu'on a fait, c'était un tour de plus de 300 millions. On avait un Suisse, un Américain et un Néerlandais. Mais Ah il y avait d'accord, je pas de pensais que vous Français. aviez levé 700 millions en tout, et le dernier tour, c'est un tour de 300 millions. Voilà. Ok. Sachant qu'on a levé, donc c'est 700 millions d'equity, on a levé à différents étages, à peu près 480 millions d'euros au niveau d'Electra. Et puis ensuite, dans les sociétés de projet, c'est le modèle de l'infrastructure qui permet ça, on a fait rentrer des partenaires. Donc c'est l'ADEME, c'est Énergie Infrastructure Partner en Suisse, etc. Et juste pour revenir sur Serena, donc le fonds d'investissement qui avait investi dans Cheers, Ouais. qui vous avez soutenu jusqu'au bout et qui finalement a pas fait un multiple, j'imagine, incroyable, mais qui a appris à travailler avec toi notamment. Ah, ils s'en sont bien sortis au final? Ouais, ils ont fait un joli multiple. Ok. Ils ont fait x3, je pense, la mise. Ce qui est tout à fait. Donc c'est correct, tu vois. Ouais. C'est pas. C'est pas ce qu'ils attendent pour retourner leur fonds, mais ça suffit pour pouvoir croire en l'entrepreneur. Ouais, c'était plutôt dans la bonne moyenne. Et puis je pense qu'ils ont, au-delà du multiple, je pense qu'ils avaient quand même vu que sur un marché très concurrentiel et tout, on a dit tout à l'heure, il y avait pas mal de concurrents, on avait plutôt tiré notre épingle du jeu, bien réagi, on avait une boîte pas mal, rentable, et tu vois, et donc ils se disaient, ok, les deux là, ils sont pas mal démerdés, enfin je pense. Donc, vous levez de l'argent rapidement, vous entourez des bonnes personnes, tu recrutes une DRH, c'est ça, hein, au 10e employé.
Ouais, peut-être 15, tu vois, mais au début, quoi. En fait, la stratégie générale d'Electra, Ouais. indépendamment de notre Chief People, donc des RH, c'était, on va recruter tout de suite des C-level, donc des gens très seniors, Ok. très autonomes, très costauds. Et ça m'a permis... Qui vont eux-mêmes pouvoir recruter leurs équipes dans un second temps. exactement. Ok. Et ça m'a permis non seulement d'être plus crédible, parce que le gros enjeu qu'on avait avec Electra, c'était la crédibilité. Parce que les gens comme Indigo ou Intermarché qui Ok. signent avec toi pendant 15 ans, Ok. si tu leur montres pas que tu as un faisceau d'indices qui montre que tu es solide et que tu es pérenne, et donc l'équipe c'est clé, c'est compliqué. Donc ça a permis plus de crédibilité, ça a permis de recruter des talents et des bons, parce que les gens qui sont bons recrutent des bons, et en plus ça attire les meilleurs. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça m'a déchargé en charge mentale. Chez Cheers, on avait beaucoup de gens juniors, on a staffé des seniors en 2018, donc longtemps après le début de la boîte, et j'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules, là où j'ai fait l'inverse avec vraiment le COMEX d'Electra, c'est le Real Madrid. C'est les meilleurs C-level à leur poste. Faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Pour le coup, faut avoir les Qataris derrière toi, quoi. Ok. Il faut avoir effectivement un peu de moyens. Il faut investir beaucoup là-dessus. Ok. Mais c'est vrai qu'en startup, on se pose toujours la question de savoir s'il faut recruter des gens. Alors, pas forcément le Real Madrid, mais des gens très seniors qui vont recruter eux-mêmes leur équipe, ou s'il faut commencer avec des juniors et les faire monter. Je dirais que c'est dur parfois d'attirer des seniors quand tu commences ton aventure. Hein. Vous, il s'avère que c'était la deuxième aventure, que vous étiez connu et que vous lanciez sur un marché avec un projet très ambitieux et beaucoup d'argent, mais parfois c'est très dur de commencer et d'arriver à faire venir des talents. Le gars du Real Madrid, il va pas aller au FC. C'est Paris, peut-être. Ouais, exactement. Je vois ce que tu as raison, c'est un bon point. Mais vous aviez cette possibilité de le faire, c'est pas donné à tout le monde, mais si tu as les moyens de le faire, il faut le faire. Et tu recommanderais, tu referais cette stratégie à nouveau? 1000 fois. Ok. 1000 fois. C'est ce qui fait, je pense que... Enfin, nous, Electra, c'est quand même un gros play d'exécution, quoi. Il faut avoir une super bonne tech, il faut, sur le volet immobilier, sélectionner les bons emplacements, il faut déployer opérationnellement très bien, il faut lever... Imagine, on a passé notre vie à lever des fonds, donc c'est des due diligence dans tous les sens, des gens à convaincre ça, donc il faut vraiment bien exécuter tous ces streams-là. Tu fais les levées avec qui? C'est toi qui t'en occupes? T'as quelqu'un qui est ton partenaire avec qui tu fais ça? Ou comment ça fonctionne? Alors, on a toujours levé, enfin, hormis le premier tour qu'on a levé en seed avec les VC, on a toujours levé avec des banques, Ok. donc Les intermédiaires? l'équivalent des leveurs, mais on va dire c'est plutôt des petites banques, enfin petites banques non, parce que c'était la BNP la dernière, mais quand tu es sur le monde de l'infra et les fonds de pension, tu es obligé d'être avec des banques, d'être accompagné avec des banques sur des Ok. tours de table comme ça. Toi et ton cofondateur, vous êtes impliqués dans tous les meetings et vous Ouais. êtes présents. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit d'emblée, un des key factors success, pardon pour l'anglicisme, mais un des points clés vraiment, c'est le financement. Ok. Mais beaucoup plus que dans une autre boîte. Et un financement qui est assez technique, parce qu'encore une fois, dans l'infra, tu peux mettre de la dette, tu peux faire des levées d'equity dans les sociétés de projet. Donc c'est très sophistiqué. Beaucoup plus que en venture, tu lèves de l'equity, bam, 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 Ouais. ABCD, etc. Et donc là, on a fait un truc bicéphale dans lequel tu avais notre CFO, qui s'occupe de toute la partie classique, contrôle de gestion, trésorerie, etc. Et une fille qui s'appelle Elise Herbs, qui est notre Chief Investment. Ok. Et elle, en tant que C-level, elle s'occupe que de faire des levées de fonds, Ok. en haut, en bas, et ça. Et ça, je pense que ça a permis vraiment un point de focus important. Donc elle faisait partie de l'équipe de choc du Real Madrid et Du début. c'était un point clé, c'était un recrutement clé au départ, quoi. Absolument. Donc vous 100%. aviez prévu que la partie investissement serait cruciale et clé, et du coup vous avez Ouais. recruté la bonne personne pour ça. Et aujourd'hui, on en est où du coup en termes de chiffres, en termes de perspectives? Alors aujourd'hui, nous, on est 270 salariés chez Electra. Ok. On opère dans 10 pays. Vous avez fait quand même une croissance internationale Oui. malgré tout. Et tu Oui. l'as fait différemment? Ouais, j'ai fait différemment. Ok. En fait, on l'a fait différemment avec... la différence, c'est que donc on a du staff local. Donc, dans tous les pays dans lesquels Ok. on a des équipes locales. Premier point. Et le deuxième point, c'est que le ou la general manager, on a mis énormément d'énergie à trouver la bonne personne. Ok. En se disant, en fait, il y a un truc à faire quand tu ouvres un pays, c'est d'avoir le ou la bonne general manager. Et donc ça, on a fait vraiment des process très rigoureux pour avoir des gens top niveau. On s'est beaucoup investi là-dessus. Et c'est ce qui fait que je pense que ça se développe plutôt bien. Donc on est dans 10 pays, on fait cette année, je pense, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on a 470 stations opérationnelles.
Donc ça fait 3000 points de Quand charge. tu dis 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, Ouais. ça inclut de ça, il faut déduire les coûts de l'électricité, de l'énergie, d'accord. Donc, Ouais. ok. Bah, moi, nous, notre Qui métier, représente une énorme partie du chiffre d'affaires, à proprement parler. bah, oui, c'est très significatif. Ouais. Donc, nous, notre métier, c'est d'acheter et de revendre l'électricité à la fin de la journée. Ouais. Donc, et d'ailleurs, en sourcing d'électricité, on pourrait faire un podcast dessus pendant 2 heures, parce que c'est extrêmement complexe. Mais c'est passionnant aussi. Ça, c'est vraiment fascinant. Donc, tu vois, c'est un univers... Vous êtes un acheteur d'électricité, et la manière Ouais. dont vous achetez votre électricité, c'est là, ça fait partie du génie qu'il faut avoir pour bien opérer son business, c'est ça? Oui, Ok. et ça, pour le coup, le petit learning que j'ai chez Electra, c'est que aujourd'hui, on a une équipe avec 3 personnes qui s'occupent du sourcing de l'électricité. Parce que l'électricité, tu vois, tu as vraiment une partie taxe, une partie réseau, une partie électron. Tu peux l'acheter en avance, en spot. Il y a des mécanismes de subvention, machin. Enfin, c'est très complexe. Et on a heureusement une équipe fantastique, mais on aurait peut-être pu les faire venir 1 an plus tôt. Parce que tu as compris qu'un peu comme dans l'immobilier, l'idée c'est d'acheter le plus bas possible. Parce que derrière, ça se commoditise. Donc le prix final, ça sera un prix qui est un prix de marché. Et donc du coup, la marge, tu la feras en achetant moins cher. Okay. Absolument. Et puis en plus, sans rentrer dans peut-être trop de détails, mais on s'est tapé, comme tu as vu, la plus grosse crise de l'énergie qui n'était pas arrivée depuis, je pense, la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça. On a fait des conneries sur nos achats d'électricité qu'on a essayé de récupérer après. On s'est tapé... on a eu beaucoup de chance, je pense, parce que tu vois, la levée de seed, on l'a fait début 2021, à un moment où il y a beaucoup d'argent, les VC investissent beaucoup, et je pense que ça nous porte. On a du vent dans le dos. On a aussi un secteur, une thématique, tu vois, l'électrification, ça fait... ça avait pas mal le vent en poupe, en tout cas, il y a 2-3 ans. C'est plus tout le cas, mais ça avait pas mal le vent en poupe. Et d'un autre côté, on s'est tapé des trucs pas drôles, genre crise de l'énergie et... Blackout espagnol, vous êtes en Espagne, ça vous a touché? C'est pas de notre faute, mais... Gens trop tirés. Ouais, on est en Espagne. On a des stations à Madrid, mais... voilà, je pense qu'elles ont été déconnectées 2-3 heures, tu vois. À Madrid, ils ont pas notable. Non. Mais ils ont remis le jus rapidement à Madrid. Okay. Intéressant cette histoire, parce que ça... D'ailleurs, à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout ce qui s'est vraiment passé, non? Non. Et franchement, je serais bien incapable de te dire. J'ai essayé de lire quelques articles sur le sujet, mais ils disent que pour l'instant, il n'y a pas de conclusion formelle. Mais c'est là où tu te rends compte que, c'est ce que tu disais tout à l'heure, même ton digicode, ton ascenseur, dépendant, ouais, bien sûr. Et je parle même pas du métro, du train, tout ça. S'il n'y a plus d'électricité, il ne se passe plus rien. Le médecin qui est il ne se passe plus rien. C'est crucial. Et tu me disais que vous aviez lancé, que c'est un métier où il y a pas mal de concurrence. Hein. Tu disais c'est la même chose qu'avec Cheers, et que l'idée c'est de se différencier pour faire venir les gens plutôt dans vos stations que chez la station du concurrent. Et comment on arrive à se différencier? Là, nous on essaye de... Là aussi, tu vois, il n'y a pas de recette magique. C'est un peu, je dirais, comme Cheers, mais on essaye d'aligner plein de choses. Donc, d'avoir les bons emplacements. L'emplacement, c'est évidemment clé. D'avoir des lieux, effectivement, dans lesquels tu as un lieu de vie, tu peux aller utiliser les 20-25 minutes pour aller prendre un café, faire 3 courses. Le produit, donc nous, on a internalisé toute la techno. On a 50 personnes en interne qui bossent sur tout le back-end qu'on a fait nous-mêmes. C'est très, très informatisé, en fait, la connexion entre les voitures, les bornes, l'utilisateur. Et donc, on a développé ça nous-mêmes pour s'assurer qu'on a un très bon niveau de qualité. L'expérience, et en fait, j'imagine que les gens ne téléchargent pas une app Electra, vous êtes plugué sur les interfaces de voitures qui rendent visibles les bornes de charge. Comment c'est consommé, en fait Ouais, t'as toutes les possibilités. Okay. Soit les gens viennent, carte bancaire, on a mis des TPE carte bancaire partout, ok. Soit ils utilisent l'application Electra. Donc là, ce qui est sympa, j'en profite pour faire la petite promotion de l'appli Electra, mais c'est que tu peux suivre ta recharge, tu peux réserver, tu peux faire 2-3 trucs sympas, tu as ta facture et tout. Donc tu peux réserver en avance ta borne Electra pour être sûr d'avoir une disponibilité au moment où tu arrives. Voilà. Okay. Si tu fais 5 minutes pour aller à la borne, tu es sûr qu'au moins il y en a une qui t'attend. Okay. Et puis, tu as tous les badges aussi. Il y a plein de badges qui existent. ChargeMap étant le plus connu en France. Ok. Voilà. Pardon. Non, ça c'est super intéressant. Et du coup, donc différencier à travers l'app, l'expérience, et l'expérience sur site aussi. Tu me disais que vous aviez lancé un nouveau produit, Line-Up, l'Electraline. Electraline, pardon. Voilà. L'Electraline, qui est un nouveau concept, effectivement, où on s'est gratté la tête et on s'est dit comment est-ce qu'on peut un peu être unique, être singulier par rapport à tout le monde et juste avoir les mêmes bornes couleur verte alors que l'autre il est bleu, quoi.
Et donc, on a fait un travail avec des archis. On a d'ailleurs gagné un prix pour cette Electraline, Ok. dans lequel on met des auvents. Donc, l'idée, c'est d'avoir des toits, quoi, tout simplement, qui couvrent les gens, qui protègent, mais qui sont un peu jolis, en bois, avec des spots, Ok. un plafonnier. Ok. On a mis des enceintes, donc il y a aussi de la musique, il y a des bruits. C'est immersif, une expérience immersive. Exactement. Ok, d'accord. Et il y a des écrans LED en bout de place qui vont te permettre de communiquer, entre guillemets, avec la station. C'est un des trucs que fait l'électrique, c'est que, historiquement, tu allais à la pompe à essence, et c'est unidirectionnel, tu as du carburant qui part, qui va dans un tanker. Les BP, Total et tout, ils savent pas qui tu es, quelle voiture tu as, Non, où est-ce qu'il en est, toi, ils savent rien. c'est vrai. Avec l'électrique, tu as une connexion plus profonde. Ok. Je sais que c'est Thibaut, qu'il a une Tesla, modèle je sais pas quoi, qu'il a 30% de batterie, qu'il lui reste 17 minutes à charger sur la station. Qui va à telle destination, potentiellement. Pas encore, mais... Et du coup, tu vois, je peux t'afficher des choses en disant Thibaut, vous avez 15 minutes, profitez-en pour aller voir le supermarché à côté. Je peux t'indiquer où t'en es, évidemment, de l'état de ta recharge. Je peux indiquer réservé pour Thibaut quand tu as fait la réservation. Et donc, je peux faire des choses beaucoup plus interactives que dans un monde pétrole, quoi. Ouais, d'accord, non, ça c'est cool, quoi. Écoute, hyper intéressant tous ces enseignements. Moi, je finis tout le temps par une question. Imaginons que demain, tu décides de tout plaquer ou de revendre ta boîte parce que tu as une offre exceptionnelle ou parce que tu en as marre. Tu ferais quoi après? C'est quoi la prochaine étape? Je pense que tu te relancerais à nouveau? Tu as envie d'arrêter? Tu as beaucoup te redonné en tant qu'entrepreneur et il y a d'autres choses qui t'intéressent? Tu y as déjà réfléchi? Franchement, c'est une super bonne question. J'ai deux choses qui me viennent en tête. Il faudrait que je me creuse plus. Mais la première, c'est que je pense que je remonterai un projet. Parce que moi, j'ai vraiment la seringue dans le bras, tu vois. C'est vraiment pas une bonne image, mais j'ai vraiment Non, moi, ça veut envie dire ce que ça d'être veut dire, ok. en action. Ok. J'ai besoin d'être en action, d'être sur des projets, de craquer des problèmes. C'est ça qui m'anime beaucoup. J'ai investi dans beaucoup moins que toi, mais dans une trentaine de boîtes. Et je reconnais que j'ai du mal à y consacrer du temps parce que moi, je suis sur mon projet et tu vois, je suis à fond, quoi. Donc, je pense que ne plus avoir ça, c'est ce qui m'est arrivé avec Cheers, entre guillemets, puisque l'année 2020, les dés étaient jetés, j'avais vendu la boîte, etc. J'avais un spleen très fort. Tourner en rond, quoi. Ouais, ok. Pendant 10 ans, tu as une adrénaline, tu pousses, tu es à fond, t'es complètement captivé par ton truc, tu es à fond, et puis un peu du jour au lendemain, tu te réveilles, et là, il te manque quelque chose, quoi. Tu es en manque. Tu peux trouver ta dose dans autre chose, mais il s'avère que toi, tu l'as pas trouvé ailleurs. Moi, je l'ai pas trouvé ailleurs. Ok. Peut-être que je vais me mettre, tu vois, je vais devenir fan de tel sport, tel truc et tout. Évidemment, j'ai envie de prendre du temps, de voyager, etc. Chose que j'ai pas fait entre Cheers et Electra, il s'est pas Oui, c'est passé ça, tu t'es un pas jour. laissé de temps, quoi. Mais c'est dur de pas se pris laisser de du temps. Moi, j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui arrivent à se mettre des pauses, à rationaliser la chose. Moi, il y a Ouais. une question un peu de folie, un peu de passion qui font que je suis pas tellement en maîtrise. Ouais. Bah, tu vois, moi, j'étais là, je le sentais, j'avais envie de le faire, donc j'y suis allé. Mais du coup, j'ai pas pris de pause, donc là, peut-être la prochaine fois, je le ferai. Et ouais, je remonterai un projet Tu en me disais, disant, il y a deux choses. Donc, bah, c'est quelque chose vraiment qui m'anime, genre Ok. un projet coup de cœur, vraiment dans lequel je m'identifie vraiment au produit. Euh, et puis, j'ai déjà oublié l'autre truc que je vais te... Ouais, et l'autre chose, c'est que je remonterai un projet, tout simplement. C'est-à-dire que... Et si je remontais pas de projet, mais je pense que ce serait pas le cas, je pense que je ferais du produit. Moi, le produit, c'est vraiment le point voilà, qui m'anime le plus. Du produit pour quelqu'un d'autre. Éventuellement, ouais. Ok. Éventuellement. Quand tu veux dire faire du produit, juste pour Electra, ça veut dire quoi? C'est quoi ça veut dire quoi faire du... Chez Electra, ça veut dire quoi faire du produit? Bah, chez Electra, faire du produit, c'est essayer de... C'est du product au sens où tu vas construire la meilleure expérience utilisateur pour les gens qui viennent se charger. Tu designes l'offre et l'expérience. Tu design, bah en fait, tu vois, nous on a lancé une offre d'abonnement. On a Ok. aussi une alliance avec 3 autres réseaux dans lesquels bah, voilà, tu peux aller charger chez les autres. On a des offres B2B avec 450 flottes enregistrées. On a tout un tas de sujets produits comme ça qui sont, je trouve, assez passionnants. Et donc, est-ce que je ferais du produit dans une autre boîte? Peut-être. En tout cas, moi, si on me disait, voilà, il y a une super boîte, elle est géniale, c'est pas la tienne, mais tu peux prendre une fonction produit et avoir un impact énorme, Pourquoi pas, je quoi. pourrais me laisser tenter. Écoute, merci beaucoup Aurélien. Franchement, on a appris énormément de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Je suis ravi et j'espère que Top. tout le monde sera ravi aussi. Merci à toi. Merci À très beaucoup, bientôt. Thibaut. Merci. Au revoir.